Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Les étalons se sont inclinés hier en Algérie, 1-0 face au Fennec en match retour des barrages Zone Afrique de la Coupe du Monde 2014. Pour le moment, le résultat acquis sur le terrain reste et demeure. Notre invité est le secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. Les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, sont lancées depuis ce soir autour du thème « Communication, paix et démocratie en Afrique ». Ce matin déjà, les invités sont allés visiter le musée national. Là aussi, nous accueillerons le professeur Serge Théophile Balima comme invité. Ainsi donc, l'Algérie s'est qualifiée hier pour la Coupe du Monde qui se disputera l'année prochaine au Brésil. Le match a mobilisé les supporters du Burkina aux quatre coins du pays dans une communion totale jamais vue. Ainsi, à Ouagadougou, ils se sont rencontrés à divers endroits pour vivre ensemble la rencontre Algérie-Burkina. Reportage Yacouba Ouedraogo. À ce rendez-vous des étalons du Burkina, avec l'histoire du football mondial à Blida en Algérie, à des milliers de kilomètres du Burkina et de sa capitale Ouagadougou, les supporters ouagalais veulent être le plus proche possible de leur 11 national. Ils se donnent rendez-vous à plusieurs endroits pour vivre le match en direct, comme ici à un espace non loin du siège du CIAO, sur projection écran géant. Assis à même le sol, installés dans des chaises ou perchés sur des murs, il ne faut pas se faire compter cet événement. 90 minutes de suspense. Dès l'entame de la partie, ces milliers de supporters connaissent un court instant de bonheur sur un but de Charles Caboret en position avancée. But refusé. Il faut encore se patienter. À la mi-temps, le score est de 0 but partout et pour l'heure, le Burkina est qualifié. J'ai toujours l'espoir, j'ai beaucoup d'espoir même d'ailleurs. À la reprise, les étalons sont à 45 minutes de Rio. Mais le doute et l'amertume s'installent tout de suite lorsque les Verts d'Algérie ouvrent le score suite à un cafouillage dans la surface de réparation burkinabé. À cet instant, le Burkina est éliminé et les visages se froissent davantage. Bertrand Traoré et Aristide Bansé puis Alain Traoré foulent la pelouse. Malheureusement, au coup de sifflet final, les étalons sont éliminés. Mais les inconditionnels ne sont pas déçus, en tout cas de la prestation de leur 11 national, mais pointent du doigt celle de l'arbitre sénégalais. L'arbitre jouait avec eux. Ils étaient 12 sur le terrain, non pas 11. Ils ont joué jusqu'à la fin. C'est que l'arbitre n'a pas fait son jeu. La grande chevauchée des étalons s'arrête à Blida pour la course au Mondial Brésil 2014. Mais les supporters burkinabés gardent le cœur étalon et espèrent pouvoir goûter aux délices d'une participation à la Coupe du Monde pour les prochains rendez-vous. À Koudougou, les supporters des étalons se sont fortement mobilisés autour de l'équipe nationale et la défaite des nôtres a fait l'effet d'une douche froide. Retour sur l'ambiance qui a prévalu hier dans le Boulkiemde avec Abdoulaye Kabouré. Étalon du Burkina, Fennec d'Algérie, était très attendu par tous les Burkinabés. À Koudougou, les inconditionnels supporters des étalons croyaient en la première qualification des étalons à une Coupe du Monde. Mais hélas, le but marqué par Bouguera en début de seconde période n'a pas pu être égalisé. C'est la désolation, la consternation, l'amertume chez ses supporters après le coup de sifflet final de l'arbitre sénégalais Badra Diatta qui s'est mué en algérien. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Mais ce n'est pas normal. Quand on voit les 4 minutes d'arrêt de jeu qui se terminent en 1 minute, quand on voit la manière dont l'arbitrage nous a torpillés, c'est décevant, c'est décourageant. Je ne sais pas quoi dire. La ville de Koudougou était naturellement froide, comme partout au Burkina. Les étalons sauront certainement se ressaisir et apporter encore de la joie dans les cœurs burkinabés. Alors Bertrand Kaboré, bonsoir. Bonsoir, M. Bazé. Alors vous êtes le secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. Une rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre cet après-midi, estimant que le Burkina était qualifié en lieu et place de l'Algérie. Alors, qu'en savez-vous? Bon, merci M. Bazier, merci surtout à la télévision nationale du Burkina et de nous donner l'occasion de nous prononcer sur cette rumeur qui effectivement
a fait couler beaucoup de salive surtout. Et je dirais que c'est aux environs de 15h30 que nous avons effectivement appris que des gens manifestaient leur joie à travers le pays parce qu'ils auraient appris que la FIFA donc a disqualifié l'Algérie au profit du Burkina Faso. Alors nous-mêmes, nous avons cherché à aller à la source pour comprendre ce qui se passait. Et lorsque nous avons pris contact avec la FIFA, et la FIFA nous a laissé comprendre que pour le moment, elle n'a pas encore pris de décision dans ce sens. Donc je voudrais dire pour le moment que le résultat acquis sur le terrain, comme vous l'avez annoncé, est encore de vigueur, et est en vigueur du moins, et que pour le moment, certes, nous avons déposé une plainte, mais la FIFA n'a pas encore pris de décision. Alors, la réserve que vous avez posée hier en Algérie, à Blida, c'était sur quoi? C'est sur un joueur algérien, c'est sur l'arbitrage? Qu'est-ce que vous avez fait comme réserve? Bon, je ne voudrais pas m'aventurer vraiment sur le contenu de ce qui a été fait à Blida, mais je peux vous dire que c'est plutôt une réclamation. Et lorsque le coup de sifflet final a retenti, nous avons estimé qu'il y avait quand même des faits de jeu qui méritait donc de faire l'objet de réclamations. Et le capitaine des étalons, Charles Kabouré, est allé formuler cette réclamation en bonne et due forme, puisqu'il fallait faire cela en moins d'1 heure après le coup de sifflet final. Et aujourd'hui, donc, au niveau du comité exécutif de la fédération, nous avons peaufiné notre plaidoirie, je dirais. On a confirmé cette réclamation. Ça a été transmis également par voie électronique et aussi par DHL. Et nous pensons que la FIFA l'a bien reçu, puisque j'ai eu un responsable de la FIFA cet après-midi qui nous a rassuré qu'ils ont bien reçu notre réclamation et que la commission habilitée allait examiner cela. Alors, monsieur le secrétaire général, combien de temps faut-il entre le dépôt d'une réclamation et, en tout cas, l'examen de cette réclamation par les instances compétentes footballistiques? Combien de temps faut-il? Bon, il n'y a pas de délai en tant que tel parce que la FIFA est libre d'ouvrir l'enquête et c'est l'enquête qui va donc déterminer le temps et que cela peut prendre. Et donc, je ne peux pas vous donner un délai, mais nous restons également à l'écoute, bien sûr, et dès que nous aurons des informations, nous n'allons pas hésiter à porter ça à la connaissance du public sportif. Alors, donc, vous affirmez haut et fort que pour le moment, le match gagné par l'Algérie reste et demeure en attendant que les instances de football international vérifient, examinent notre réclamation. Oui, effectivement, il y a bien sûr un temps pour homologuer les résultats d'une rencontre et je pense que... Tout en sachant que le tirage au sort aura lieu le 6 décembre. Oui, bien sûr. Donc vous comprenez bien que s'il n'y a vraiment pas de difficulté particulière, la FIFA va décider rapidement de qui a remporté finalement cette rencontre. Alors est-ce qu'il y a un cérémonial, ça n'a rien à voir avec la réclamation, est-ce qu'il y a un cérémonial pour accueillir les étalons et quand est-ce qu'ils reviendront à Ouagadougou? Bon, je dois vous dire que les étalons sont déjà là puisque nous-mêmes on a eu le privilège de les accompagner à Blida. C'était pas facile et je pense que le ministère des Sports a pris une très bonne décision en faisant rentrer immédiatement l'équipe parce que si vous voyez comment nous avons été accueillis à Blida et comment notre convoi a été à plusieurs reprises caillassé et franchement j'avoue qu'il était mieux de rentrer immédiatement et cela a été fait et l'équipe est arrivée à Ouaga aujourd'hui même à 6h30 du matin. Voilà, merci beaucoup Bertrand Kabouré, secrétaire général de la Fédération burkinabé de football, qui est venu nous donner des précisions sur la rumeur folle qui s'est répandue comme une traînée de poudre aujourd'hui à Ouagadougou et dans toutes les grandes villes du Burkina et qui annonçait que l'Algérie avait été disqualifiée au profit du Burkina. Il n'en est rien pour l'instant. Le président de l'Assemblée nationale a reçu aujourd'hui
En fin de matinée, le bureau de la Chambre de commerce, d'industrie et de l'artisanat du Burkina, Sungalo Apollinaire Ouattara, a aussi accordé un entretien aux représentants résidents de l'UNICEF au Burkina. Ces visites ont permis d'évoquer avec le président de l'Assemblée nationale des questions de coopération et d'intérêt national. Reportage Sylvain Vebamba. Le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie issu des élections consulaires du 21 juillet 2013 est venu se présenter au président de l'Assemblée nationale et évoquer avec lui des sujets intéressant le monde économique. Et nous avons profité pour échanger avec l'Assemblée nationale une collaboration future entre la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina et l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y a des lois qui se votent ici, des lois économiques, et donc nous avons demandé la collaboration de l'Assemblée nationale pour être consultés et être au courant un peu de ce qui se passe sur le plan économique. Le représentant résident de l'UNICEF a mis à profit sa toute première visite de courtoisie dans les locaux de la représentation nationale pour aborder avec le chef du Parlement burkinabé des sujets liés aux droits de l'enfant. Donc nous avons parlé de problèmes liés aux droits de l'enfance, donc des problèmes multiples auxquels le gouvernement et les partenaires répondent, notamment certains problèmes transfrontaliers d'exploitation des enfants entre les pays de la région, des problèmes liés au travail de l'enfance au Burkina lui-même et d'autres questions liées aux priorités budgétaires pour l'enfance au Burkina. Une visite qui vient à point nommé puisque l'UNICEF, en ce 20 novembre, célèbre la Journée mondiale de l'enfance et demande que l'on mette en lumière les violences et la maltraitance cachées. Du beau monde aujourd'hui à Kombisri pour finaliser l'avant-projet de loi organique portant création, composition, organisation, attribution et fonctionnement du tribunal des conflits. Sur la table de cet atelier organisé par le ministère chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques, il y avait aussi l'avant-projet de loi portant modification de la loi organique. Reportage Nathalie Savadgo. Les représentants du ministère de la Justice, du Conseil constitutionnel, les membres de l'équipe technique d'appui aux réformes politiques rédigent à Kombisri les avant-projets de loi organique sur le tribunal des conflits et le Conseil constitutionnel. Ces experts ont 3 jours pour finaliser ces 2 avant-projets de loi. Après les débats du CCRP, le Conseil constitutionnel sur les réformes politiques, après les assises nationales de décembre 2011, un certain nombre de propositions consensuelles ont été adoptées. Et c'est ainsi que ces réflexions ont abouti à la création d'un tribunal des conflits qui est considéré comme un tribunal qui va juger les conflits de compétences entre les différentes juridictions. Le Conseil constitutionnel, l'avant-projet de loi, l'intérêt qu'il a, c'est que vous savez que donc à travers les réformes politiques, les propositions consensuelles qui ont été retenues, il est dit que désormais, le président du Conseil constitutionnel devrait être élu par ses pairs. Or, vous savez que jusqu'à présent, le président du Conseil constitutionnel est nommé. La composition également va évoluer en ce sens que, outre les personnalités qui désignaient les membres pour le Conseil constitutionnel, le président du Sénat pourrait également désigner des représentants. Les anciens chefs d'État, s'ils se désengagent de la politique, pourraient également prendre part. Ils sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Il y a un certain nombre de modifications qui ont été apportées, comme l'autosaisine du Conseil constitutionnel, comme la saisine par le président du Sénat, la saisine par 1/10 des membres d'une chambre, ce qui est quand même une ouverture par rapport à ce que nous avons comme disposition actuelle. Les participants vont examiner, amender et rédiger ces avant-projets de loi. Au sortir de cet atelier, ils seront soumis au comité technique d'évaluation des avant-projets de loi, puis en Conseil des ministres et par la suite à l'Assemblée nationale pour adoption. C'est parti pour le 9e UACO, Universités africaines de la communication de Ouagadougou. Communicateurs, chercheurs, professionnels et experts du monde des médias vont s'interroger pendant 4 jours sur le rôle que peuvent jouer les médias dans la consolidation et la préservation de la paix en Afrique. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du président de l'Assemblée nationale. Reportage Salinana.
Communication, paix et démocratie en Afrique. C'est sous ce thème que sont réunis ici chercheurs, universitaires, professionnels des médias et citoyens des pays d'Afrique francophone et d'Europe. Pendant 4 jours, ces participants vont échanger sur le rôle et la responsabilité des médias dans l'instauration et la consolidation de la paix en Afrique, partager leurs expériences, proposer des solutions aux préoccupations du moment et envisager de nouvelles perspectives. De manière récurrente, l'Afrique offre le visage douloureux d'un continent meurtri par les conflits. Et cette actualité, vous la connaissez, c'est en RDC, situation de conflit. C'est au Darfour, situation de conflit. C'est au Mali à côté. Le défi, c'est donc la paix et la démocratie. Ces 9e universités africaines de la communication de Ouagadougou interviennent dans un contexte où l'Afrique est menacée par des contestations sociales et politiques. Une Afrique marquée par des conflits armés qui fragilisent les efforts de développement et constituent de sérieuses menaces pour la paix et la démocratie. Les médias apparaissent dès lors comme des interfaces indispensables entre les citoyens de chaque pays et ses dirigeants, entre les dirigeants et les citoyens du monde. La responsabilité des hommes de médias dans cette gigantesque œuvre de consolidation de la démocratie, de conquête et de préservation de la paix est de première importance. Leader d'opinion par excellence, le journaliste peut contribuer à faire reculer l'ignorance et à faire germer l'esprit de paix dans le cœur des citoyens. L'édition 2013 des universités africaines de la communication de Ouagadougou veut ainsi apporter sa contribution à la mobilisation de tous les acteurs, les professionnels de l'information et de la communication en particulier, dans la préservation de la paix et à l'enracinement de la démocratie en Afrique. Véritable plateforme d'échange, les UACO ont vu le jour en 2004. Elles sont devenues biennales après l'édition de 2011 en alternance avec un atelier de réflexion en vue de mieux exploiter les conclusions des travaux. Les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, ouvertes donc ce soir, réunissent dans la capitale burkinabé de nombreux participants venus d'Afrique et d'Europe. Les invités à ces 9e UACO ont pu découvrir ce matin un pan de l'histoire de notre pays en visitant le musée national. Visite guidée par l'ambassadeur du musée national et ministre de la communication, Alain-Edouard Traoré. Reportage, Jacques Lamissa Tarpaga. Avant d'entamer leurs travaux à cette 9e université africaine de la communication de Ouagadougou, UACO, les participants prennent contact avec un pan de la culture burkinabé. Au musée national, ils ont découvert des statuettes sacrées, des masques et les métiers à tisser qui racontent l'histoire et qui sont chargés de valeurs à pérenniser. C'est-à-dire que la culture profonde que vous avez ici, dans chaque village, avec ses différences, mais aussi avec toute cette richesse, est très méconnue. Donc je suis personnellement ravi d'avoir pu apprendre beaucoup de choses dans ce musée et je pense que c'est très important de le faire connaître partout. C'est l'histoire du Burkina Faso tracée dans le musée. C'est ce que moi j'ai vu à travers les masques, à travers tout ce qu'on a comme objet de, j'allais dire de décoration, mais pas de décoration, mais de fixation de l'histoire. Et là, je pense quand même que ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est de dire qu'il faut perpétuer cette tradition. Ces communicateurs au musée national sont conduits par le ministre de la Communication, par ailleurs ambassadeur du musée national. Nous avons intégré le musée dans le programme des UACO parce que ce sont des communicateurs qui viennent visiter notre pays et en connaissant le musée, ils pourront parler de ce musée. Et vous savez que nous utilisons aussi les UACO comme une plateforme de communication internationale sur le Burkina. Ça veut dire que le musée doit avoir une bonne représentativité à ce niveau. Et nous souhaitons que les communicateurs qui ont fait la visite de ce matin puissent porter ce musée dans leur cœur et dans leur communication dans leur pays. Après avoir été édifiés par la richesse de la culture burkinabé exposée ici au musée national, ces professionnels des médias et spécialistes de la communication vont se pencher sur le thème des UACO, communication, paix et démocratie en Afrique.
Les universités africaines de la communication UACO constituent depuis 2004 donc un cadre d'échange entre acteurs du monde de la communication sur des sujets d'actualité concernant l'information et la communication. Près de 10 ans d'existence au cours desquels les professionnels des médias et de la communication se rencontrent, échangent et envisagent de nouvelles perspectives pour la profession. Mais quel impact les UACO ont-elles sur les professionnels? Écoutons ce reportage développé par Oswald Gaëtan Segda. C'est en 2004 que les universités africaines de la communication de Ouagadougou ont vu le jour. Moment de rencontre et de partage d'expériences, les UACO permettent aux journalistes, communicateurs, universitaires et au public de débattre des questions actuelles posées au monde des médias et de la communication. 10 ans après, les empreintes sont visibles. Je pense que les UACO vraiment ont un impact très positif sur le rendu des journalistes, puisqu'on constate que au niveau de la production, les productions sont améliorées. On constate qu'il n'y a plus de dérives, comme on le dit. Les journalistes sont de plus en plus professionnels. Ça offre la possibilité de rencontrer d'autres personnes. On sait que le journalisme, c'est un métier ouvert. Ça nous ouvre les portes du monde, quoi. Tous ou presque reconnaissent aux UACO le mérite d'exister. Mais les attentes ne sont pas toutes comblées. Les thèmes qui sont abordés, c'est-à-dire que ce sont des thèmes souvent un peu, je ne dirais pas aériens, mais c'est des thèmes transversaux et qui ne concernent pas forcément, c'est-à-dire que la production est typique dans nos différentes rédactions. Les UACO gagneraient encore peut-être à avoir des thèmes beaucoup plus recentrés sur le travail des hommes des médias, peut-être dans les milieux respectifs. Je pense d'abord qu'il faut que ça soit véritablement un cadre d'échange pour les professionnels, que ça sorte du formalisme de la conférence des communications, mais que ça soit un peu sur le principe de workshop, des espaces où les journalistes viennent se confronter dans la réalité de la pratique, avec leurs collègues d'ailleurs, mais avec également le regard de chercheurs d'universitaires dégagés de l'implication quotidienne et permanente dans le traitement de l'information. Le formel et l'administratif sont en train de prendre le dessus. Et pour beaucoup, les UACO doivent être une école, celle qui de façon pratique permet aux professionnels de s'améliorer. Alors nous recevons pour ces UACO notre invité, le professeur Serge Théophile Balima, directeur de l'IPERMIC. Monsieur Balima, bonsoir. Bonsoir. Alors professeur, vous êtes demain sous les feux de la rampe, si j'ose dire, avec la communication que vous présentez sur le thème central de l'UACO 2013, communication, paix et démocratie en Afrique. D'abord, que représente le UACO pour vous? Bon, les UACO, je trouve que c'est une belle invention, parce que chaque fois que vous mettez les professionnels, les chercheurs et les enseignants ensemble pour échanger, c'est une initiative salutaire parce que ça permet d'une part aux professionnels d'entendre ce que les penseurs, ce que les chercheurs peuvent trouver dans leur laboratoire, et ça permet aussi aux chercheurs de prendre le pouls de la réalité telle qu'elle est vécue et pratiquée par les praticiens de l'information. Est-ce qu'en 4 jours, on peut faire le tour de toutes les questions? Bon, sûrement que non, mais comme les UACO sont thématiques, je pense qu'en allant à l'essentiel, on peut arriver à cerner, je crois, la substance des choses. Alors le thème central de ces UACO 2013, c'est communication, paix et démocratie en Afrique, et vous développez ce thème. Qu'est-ce que vous allez dire en 2 mots? Bon, en 2 mots, c'est un thème qui est d'actualité puisque vous savez que nous sommes dans un contexte d'instabilité, un contexte de turbulence, dû au fait que notre monde est un monde qui est très controversé, avec une jeunesse qui a pris beaucoup d'importance et qui accède à une pluralité de sources d'informations. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de voir comment on peut échanger, communiquer, pour qu'on arrive au moins à un minimum de consensus pour créer les conditions durables pour un développement apaisé. Et en la matière, vous dites que en tout cas les deux parties, les gouvernements, les communications, les médias, chacun a une responsabilité à jouer dans cette... Absolument. Il ne faut pas regarder la paix comme étant un facteur qui doit être simplement assuré par une seule composante de la société. La paix est une affaire collective. Les gouvernants, d'ailleurs, assument la première responsabilité de la paix. Et donc, il leur appartient de créer les conditions, de créer un environnement favorable au maintien de la paix. Aux citoyens aussi, il leur incombe absolument de s'organiser pour assumer de façon responsable leur expression
et leur initiative pour que tout cela puisse concourir au maintien de la stabilité sociale. Et en la matière aussi, vous dites, Serge Théophile Balima, que le journaliste joue sa crédibilité. Il doit dire la vérité. Bien sûr, il sera tout à fait. Un journaliste qui n'est pas un diseur de vérité n'est pas un journaliste. En ce moment-là, il profane un peu sa mission. Et justement, et en faisant cette profanation, on arrive souvent à créer des contextes nationaux où les antagonismes ne trouvent pas de solution parce que la vérité n'a pas sa place. Donc ce qui reste à faire, c'est stérile et ce n'est pas de nature à favoriser un développement durable. Et les réseaux sociaux, et les SMS, en tout cas, ils jouent contre le journalisme qui ne dit pas la vérité. Absolument. Aujourd'hui, si vous êtes journaliste et vous n'allez pas dans le sens de la vérité, vous serez rapidement discrédité parce qu'aujourd'hui, comme je le disais au début, les jeunes accèdent à plusieurs sources d'informations et peuvent faire une confrontation des sources. Et si vous êtes un menteur ou un falsificateur de la réalité, évidemment, vous perdez votre crédibilité absolument et vous n'aurez aucune considération au sein de la société. Alors, comment le journaliste peut-il ou doit-il prendre en compte ces notions de paix, de démocratie dans ses productions quotidiennes pour que ça puisse avoir un impact sur le public? Mais ça fait partie de sa responsabilité sociale. D'abord, en tant que, celui qui exerce le contrôle social de tous les pouvoirs. Il lui appartient d'attirer l'attention des gouvernants sur les dérives éventuelles, sur les manquements éventuels. Parce qu'au fond, la paix est souvent menacée par l'injustice. Et le journaliste doit être quelqu'un qui doit exercer une mission de veille, de façon à éviter que les différents acteurs de la société ne tombent dans des excès de nature à provoquer la colère, l'irritation, la frustration, qui sont de nature à engendrer effectivement le chaos social. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque à transformer le journaliste en un simple griot, entre guillemets, ou un communicateur traditionnel et qui est là seulement pour dire la vérité pour ceux qui veulent l'entendre? Non, il ne peut pas être un griot, il ne doit pas l'être, parce que dès lors qu'il se définit comme un accompagnateur des systèmes quels qu'ils soient, évidemment, il se fourvoie, parce que sa mission, c'est d'observer une certaine distanciation vis-à-vis de tous les pouvoirs quels qu'ils soient, et de pouvoir observer la réalité et dire les différentes facettes de la réalité. Par exemple, en confrontant les différentes opinions que l'on peut trouver dans une société par rapport à un projet donné, et il appartient aux citoyens, sur la base des informations transmises par les journalistes, de se faire un jugement tranquille, un jugement éclairé, et de se décider en conséquence, notamment dans le cadre des élections démocratiques, par exemple. Et c'est tout cela qui concourt à la paix. Alors, les contextes sont souvent différents. Il y a des contextes où c'est la paix sociale, la paix pour tout le monde. Il y a des contextes où il y a la guerre, les conflits. Est-ce que les médias de ces deux contextes-là peuvent se retrouver pour travailler? Disons que si tous les médias exercent leur mission, qui est la mission de responsabilité sociale, il y a des normes professionnelles qui permettent de travailler, il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Par exemple, un journaliste ne peut pas appeler à la guerre, il ne peut pas appeler au racisme, il ne peut pas appeler au fanatisme. S'il respecte ces principes professionnels, il est évident qu'il contribue à la création de conditions favorables à la paix. Mais il faut dire aussi que le journaliste aujourd'hui, sa mission se complexifie parce que les médias transnationaux aussi sont des incitateurs à l'instabilité. Parce que bien souvent, une information mensongère peut provenir des médias transnationaux. Et puis il y a aussi cette image de l'Afrique qui n'est pas une image toujours positive, véhiculée par les médias transnationaux. Et cette image-là, si vous voulez, amène les jeunes à se convaincre qu'il faut absolument tout casser parce qu'effectivement, il arrive de partout que l'on raconte que l'Afrique est un continent foutu, c'est un continent où on ne respecte rien, etc. Je crois que là aussi, il y a une part de responsabilité des médias transnationaux qui doivent savoir raison garder lorsqu'ils parlent aussi de l'Afrique parce que ce n'est pas toujours aussi vrai que ces médias transnationaux disent la vérité. Et on estime que des rendez-vous comme le UACO peuvent contribuer à façonner l'image, à donner notre image de l'Afrique. Absolument, puisque lors des UACO, nous avons des journalistes étrangers qui arrivent, nous avons des professeurs étrangers qui arrivent, nous avons des professionnels étrangers qui viennent, et ces échanges-là permettent de trouver quand même, on va dire, un modus vivendi par rapport à la perception que l'on peut se faire de la réalité en Afrique.
Alors, professeur Serge Théophile Badima, merci beaucoup d'être venu ce soir nous parler donc des 9e UACO qui sont ouvertes ce soir à Ouagadougou et vous donnez demain une conférence sur le thème communication, paix et démocratie en Afrique qui est le thème de ces 9e UACO. Rendez-vous 2013. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Je vous remercie. Le 3e sommet afro-arabe qui s'est tenu sous le thème partenaire dans le développement et l'investissement a clos ses travaux aujourd'hui à Koweït City. Le renforcement de la coopération entre l'Union africaine et la Ligue arabe était au centre de cette grande rencontre. Les questions relatives au commerce, à l'investissement, à l'économie et au développement de l'agriculture ont été aussi abordées. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale tire au micro d'Abouaka Sagnon les conclusions de cette rencontre. Le sommet conjoint des chefs d'État s'est penché sur le partenariat conjoint et son plan d'action qui avait été adopté déjà depuis Sirte. Et comme je l'indiquais, cette fois-ci, les chefs d'État arabes et africains ont convenu de mettre plus l'accent sur les questions économiques et commerciales. Donc c'est un nouveau type de partenariat que nous voulons promouvoir dans l'espace afro-arabe. Et toutes les résolutions qui ont été prises justement visaient à renforcer ce partenariat-là. Bien entendu, des financements sont déjà octroyés aux pays africains dans le cadre de leur programme de développement. Mais il a été plus question maintenant de renforcer les mécanismes de mise en œuvre et de suivi. En plus de cela, et comme l'évaluation a été jugée insuffisante, un effort particulier a été mis, en particulier sur les questions relatives à la sécurité alimentaire. Il y a une nouvelle dynamique, je crois, au niveau de cette coopération arabo-africaine. Il y a une nouvelle prédisposition et à faire en sorte que, dans le cadre de cette coopération sud-sud, l'Afrique et le monde arabe puissent véritablement se prendre en charge. À l'occasion de la 4e conférence internationale sur les biocarburants en Afrique, placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle de conférence de Ouaga 2000, demain jeudi 21 novembre 2013 à partir de 6h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 7h30. La protection de la couche d'ozone préoccupe la sous-région ouest-africaine qui réunit ses experts à Ouagadougou. Pendant 3 jours, ces spécialistes de la question vont finaliser et valider le projet de règlement régional sur les substances appauvrissant la couche d'ozone dans la CEDEAO. Karim Patrick Namouano. Chaque pays, membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est représenté par des experts et des douaniers. Au-delà de la barrière linguistique, ces anglophones et francophones partagent le même espace vital. Sa protection leur incombe à tous. Finaliser et valider le projet de règlement régional sur les substances appauvrissant la couche d'ozone dans l'espace économique est une étape capitale. Il faut tenir compte d'une approche harmonisée pour que les tests qu'on va avoir au niveau de l'ensemble des États soient les mêmes et tenir également compte du fait que les biens traversent nos frontières aujourd'hui sans beaucoup de contraintes. Donc si un pays adopte une réglementation qui est plus sévère par rapport à celle de notre pays, on aura des problèmes par rapport à cette libre circulation des biens. En termes simples, il s'agira pour ces experts de prendre des mesures pour la réduction progressive des hydrochlorofluorocarbures en abrégé HFCS jusqu'en 2030. Les HFCS sont des constituants gazeux que l'on retrouve dans les réfrigérateurs. Leur plan d'élimination doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au terme de leur rencontre, ces experts en charge des bureaux aux zones et les administrateurs douaniers auront réussi à harmoniser la législation dans la communauté. La finalité, permettre aux pays membres de respecter leurs engagements vis-à-vis du protocole de Montréal.
Les experts du programme d'appui des aires protégées des pays du Conseil de l'Entente sont aussi en concertation à Ouagadougou. Préoccupation majeure de cette rencontre, la planification des actions pour une meilleure gestion des projets et programmes destinés à garantir une viabilité et une durabilité des parcs du Conseil de l'Entente. Précision, Maxime Zongo. Le Bénin, le Burkina, le Niger et le Togo partagent un ensemble écologique transfrontalier riche en diversité biologique. La variabilité climatique et la pression démographique ont un impact dévastateur sur la faune et la végétation. Ces 4 pays du Conseil de l'Entente ont alors entrepris de mettre en place un programme cohérent et concerté pour sauvegarder ce riche patrimoine. C'est dans le cadre donc, de la recherche d'une synergie d'action que cet atelier est plus ou moins organisé pour que les représentants de ces différents États discutent pour qu'ensemble nous puissions trouver donc une approche concertée, en synergie, pour voir comment nous pouvons de manière donc concertée procéder à la conservation et à la valorisation de ces ressources naturelles au niveau donc de ce parc de l'Entente-là. L'atelier de Ouagadougou, qui réunit les experts de ce programme d'appui au parc de l'Entente, va s'accorder sur une vision et une stratégie commune pour une planification harmonisée et complémentaire des actions. Il se penchera également sur les questions opérationnelles, les conditions de mise en œuvre des projets et programmes. La mise en place de cette gouvernance concertée par la promotion de la cogestion permettra, selon les experts, de garantir une viabilité économique et environnementale durable de ces aires protégées. Les biodigesteurs ont conquis les populations rurales au Burkina. La preuve, le programme national célèbre la construction du 3500e biodigesteur. Cet événement a été fêté hier à Ouagadougou à travers un panel organisé par le programme national de biodigesteurs. Objectif, communiquer sur les avantages de cette technologie et la faire connaître davantage. Evelyne Dabiré. C'est le souci de la préservation de l'environnement et de l'amélioration des techniques de travail des populations rurales qui a enjoint le gouvernement du Burkina à trouver des solutions pérennes comme la construction de biodigesteurs. Cette technologie, outil de développement des exploitations familiales rurales, a reçu l'adhésion de la population et sa construction est passée de 1 biodigesteur en 2009 à 3500 en 2013. C'est pour célébrer cette nette progression que ce panel a été organisé. Les résultats du programme national biodigesteur ont été diffusés et les échanges entre les 76 acteurs directs, le promoteur et les ministres présents ont permis de cerner les avantages de cette technologie. Actuellement, je vois que tout est devenu facile parce qu'il fallait aller chercher du bois. Actuellement, ce n'est plus ni moi ni ma femme qui part pour chercher du bois, mais avec le biogaz, tout est devenu facile. Ce biogaz est utilisé pour plusieurs applications. Le fonctionnement de matériel hydro-agricole comme les motopompes, électroménagers comme les cuisinières, les unités de production d'œufs comme les couveuses, etc. Mais à l'étape actuelle du programme, nous favorisons essentiellement 2 applications, l'éclairage et la cuisson des aliments. Ce panel presse organisé par les 4 ministres en charge des ressources animales, de l'agriculture, de l'environnement et de la recherche scientifique va contribuer à la diffusion de cette technologie porteuse. Ouverture à Ouagadougou d'un symposium sur la formation et la recherche en population et santé en Afrique subsaharienne francophone. Cette rencontre marque la fin des 10 ans du projet Programme Population et Santé en Afrique subsaharienne francophone. Les participants viennent des centres d'enseignement et de recherche d'organisations internationales et des diplômés du programme de formation. Cyril Yelemou Adama Koulibaly. Des enseignants-chercheurs, des spécialistes des questions de population et santé publique à Ouagadougou, ils mènent la réflexion sur les défis du continent en matière de formation des compétences en vue de répondre aux besoins de développement. Ce symposium vient en clôture donc, à ce programme de 10 ans qui a commencé en 2003 et c'est l'occasion pour nous de faire un bilan. Non seulement faire un bilan mais également se projeter vers l'avenir. C'est l'occasion pour nous de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler davantage ensemble pour pouvoir répondre efficacement aux besoins de plus en plus énormes en matière de formation sur le continent.
Donc ça, c'est la principale attente. J'espérerais que ce symposium ne soit pas qu'un bilan, mais qu'il s'ouvre vers le futur. Et le bilan est important, je pense qu'il faut le faire, on ne peut pas passer à côté, mais en même temps que ce bilan ne soit pas juste une vision passéiste ou une vision tournée vers le passé, mais au contraire une vision pour le futur, c'est-à-dire pour s'ouvrir sur d'autres projets qui pourraient trouver des financements ailleurs et qui permettraient effectivement d'aller plus loin dans nos collaborations. Au cours de ces travaux, il sera question de retracer le bilan, dégager les perspectives, défis et opportunités en matière de recherche en population et santé en Afrique. L'association Enfants et Développement a remporté la bourse au projet initié par l'association France Volontaire. Elle a soumis à la compétition un projet visant à la construction d'un centre préscolaire dans la périphérie de Ouagadougou. La signature de cette convention pour le financement de ce projet a eu lieu lundi dernier à Koubri, au sud de la capitale burkinabé. Zalissa Sanfo, Bouma Ernest Nébier. Le gagnant de l'édition du concours de la bourse au projet de l'association France Volontaire est connu. C'est l'association Enfants de Développement qui a séduit les organisateurs avec son projet de mise en place d'un centre préscolaire en zone non lotie de Ouagadougou. Les critères, il y avait beaucoup sur la pertinence, la viabilité, l'organisation autour du projet, la pérennité du projet. Voilà, ce sont des éléments essentiels. Cette bourse au projet va servir à la construction d'un centre préscolaire dans les zones non loties de Ouaga, plus précisément sur la zone de Dar Salam. Ça va permettre à terme, en tout cas, de scolariser tous les ans 90 enfants dans des structures préscolaires équipées avec un personnel formé. France Volontaire initie chaque année ce concours pour sélectionner les meilleurs projets de développement qu'elle soumet aux entreprises pour financement. Pour ce projet, c'est l'entreprise des jeux de hasard Lydia Ludic Burkina qui s'engage pour le financement. L'appui est bien sûr principalement financier, certes, mais aussi de pouvoir être une entreprise responsable. Donc au-delà des francs CFA qui sont donnés, il y a aussi des valeurs que nous essayons de partager avec justement Enfants Développement et le tout orchestré par France Volontaire. D'un coût global de 9 millions de francs CFA, les travaux de construction de ce centre préscolaire vont démarrer à partir du 15 janvier 2014. Bobo Dioulasso a abrité hier un atelier d'information et d'échange sur les opportunités d'exportation vers les États-Unis sur l'AGOA. L'AGOA est un dispositif américain en matière de commerce pour permettre aux pays membres d'améliorer les échanges commerciaux pour lutter contre la pauvreté. La rencontre de Bobo survient après celle de Ouagadougou. Moumouni Baro, reportage à Bobo. Acte pour la croissance et l'opportunité africaine est une loi américaine permettant de développer la politique d'exportation des produits africains. Et pour atteindre ce but, ce dispositif prévoit l'exemption de taxes et l'accès à un quota libre pour l'exportation des produits remplissant les normes et mesures sanitaires et phytosanitaires. L'AGOA a été créée en 2000 et c'est en 2004 que le Burkina Faso a été admis à cette loi commerciale. Mais force est de constater que les pays des hommes intègres ne tirent pas suffisamment de bénéfices de cette loi. La principale difficulté que nous avons, c'est que nous ne sommes pas en mesure de soutenir, je dirais, un approvisionnement régulier du marché américain. Ce qui suppose que nos opérateurs n'ont pas les capacités de faire une production intensive pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire le marché américain. C'est pourquoi, une des contraintes majeures, nous avons demandé à nos opérateurs d'accepter, s'unir, s'organiser ensemble pour faire face à ce marché. L'AGOA offre aux États-Unis la possibilité de collaborer avec les Africains pour développer leur continent, mais il leur appartient également de s'organiser pour accroître le volume des exportations. Je pense que les exportateurs burkinabés, ils le font bien. Ça commence à accroître, comme nous avons vu. Mais c'est que ça commence d'un niveau très bas. Donc, c'est à nous un peu à sensibiliser les gens, à sensibiliser les entreprises aux bénéfices de l'AGOA. Et je pense qu'au fur et à mesure que les gens connaissent, qu'ils apprécient tous les avantages de la loi, ça va s'améliorer. L'application efficace des règles de l'AGOA pourrait contribuer à la promotion des produits d'exportation et aboutir enfin à la croissance accélérée de l'économie nationale.
Des organisations chrétiennes de la sous-région se sont retrouvées à Ouagadougou pour réfléchir autour de leur mot d'intervention. Très actives également dans la recherche de la paix, elles vont profiter de cette occasion pour partager leurs expériences en matière de dialogue dans la construction de la paix. Reportage Maxime Zongo. Très actives lors des catastrophes naturelles de plus en plus récurrentes en ces temps de changement climatique, les organisations chrétiennes de la sous-région ont estimé qu'il était opportun de renforcer leurs capacités opérationnelles. Réunis à Ouagadougou, ils vont 3 jours durant partager leurs meilleures pratiques en matière de coordination et d'intervention. En Afrique de l'Ouest, qui vise à leur permettre d'échanger sur notre contexte régional, de voir ensemble quelles sont les stratégies que nous pouvons adopter, de sorte qu'au bout de 3 jours, que nous puissions mieux savoir où nous allons et comment nous pouvons être ensemble. La citoyenneté, la gouvernance, le plaidoyer, mais surtout les secours d'urgence humanitaire, voilà leur domaine d'intervention. Convaincus que rien de grand et de durable ne peut se réaliser sans la paix, ils vont à cette occasion capitaliser les différentes expériences en matière de négociation, de pratique, de dialogue dans la construction de la paix. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.